Thérèse Raquin, chapitre 22. Les nuits suivantes furent encore plus cruelles. Les meurtriers avaient voulu être deux, la nuit, pour se défendre contre le noyé. Et par un étrange effet, depuis qu'ils se trouvaient ensemble, ils frissonnaient davantage. Ils s'exaspéraient, ils irritaient leurs nerfs, ils subissaient des cris atroces de souffrance et de terreur, en échangeant une simple parole, un simple regard, à la moindre conversation qui s'établissait entre eux. Au moindre tête-à-tête qu'ils avaient, ils voyaient rouge, ils déliraient. La nature sèche et nerveuse de Thérèse avait agi d'une façon bizarre sur la nature épaisse et sanguine de Laurent. Jadis, au jour de passion, leurs différents tempéraments avaient fait de cet homme et de cette femme un couple puissamment lié, en établissant entre eux une sorte d'équilibre, en complétant, pour ainsi dire, leur organisme. L'amant donnait de son sang, l'amante de ses nerfs, et ils vivaient l'un dans l'autre, ayant besoin de leur baiser pour régulariser le mécanisme de leur être. Mais un détraquement venait de se produire. Les nerfs surexcités de Thérèse avaient dominé. Laurent s'était trouvé tout d'un coup jeté en plein éréthisme nerveux. Sous l'affluence ardente de la jeune femme, son tempérament était devenu peu à peu celui d'une fille secouée par une névrose aiguë. Il serait curieux d'étudier les changements qui se produisent parfois dans certains organismes à la suite de circonstances déterminées. Ces changements, qui partent de la chair, ne tardent pas à se communiquer au cerveau, à tout l'individu. Avant de connaître Thérèse, Laurent avait la lourdeur, le calme prudent, la vie sanguine d'un fils de paysan. Il dormait, mangeait, buvait en brut. À toute heure, dans tous les faits de l'existence journalière, il respirait d'un souffle large et épais, comptant de lui un peu abêti par sa graisse. À peine, au fond de sa chair alourdie, sentait-il parfois des chatouillements. C'étaient ces chatouillements que Thérèse avait développés en horribles secousses. Elle avait fait pousser dans ce grand corps, gras et mou, un système nerveux d'une sensibilité étonnante. Laurent, qui auparavant jouissait de la vie, plus par le sang que par les nerfs, eut des sens moins grossiers, une existence nerveuse, poignante et nouvelle pour lui, lui fut brusquement révélée. Au premier baiser de sa maîtresse, cette existence décupla ses voluptés, donna un caractère si aigu à ses joies qu'il en fut d'abord comme affolé. Il s'abandonna éperdument à ces crises d'ivresse que jamais son sang ne lui avait procurées. Alors il eut lieu en lui un étrange travail. Les nerfs se développèrent, l'emportement sur l'élément sanguin, et ce fait, seul, modifia sa nature. Il perdit son calme, sa lourdeur, il ne vécut plus qu'une vie endormie. Un moment arriva où les nerfs et le sang se tinrent en équilibre. Ce fut là un moment de jouissance profonde, d'existence parfaite. Puis les nerfs dominèrent et il tomba dans les angoisses qui secouaient les corps et les esprits détraqués. C'est ainsi que Laurent s'était mis à trembler devant un coin d'ombre comme un enfant poltron. L'être frissonnant et hagard, le nouvel individu qui venait de se dégager en lui du paysan, épais et abruti, éprouvait les peurs, les anxiétés, les tempéraments nerveux, toutes les circonstances, les caresses fauves de Thérèse, la fièvre du meurtre, l'attente épouvantée de la volupté, l'avaient rendu comme fou. En exaltant ses sens, en frappant un coup brusque et répété sur ses nerfs, enfin, l'insomnie était venue fatalement apporter avec elle l'hallucination. Dès lors, Laurent avait roulé dans la vie intolérable, dans l'effroi éternel où il se débattait. Ses remords étaient purement physiques, son corps, ses nerfs irrités et sa chair tremblante avaient seule peur du noyé. Sa conscience n'entrait pour rien dans ses terreurs. Il n'avait pas le moindre regret d'avoir tué Camille. Lorsqu'il était calme, lorsque le spectre ne se trouvait pas là, il aurait commis de nouveau le meurtre s'il avait pensé que son intérêt l'exigeait. Pendant le jour, il se raillait de ses effrois, il se promettait d'être fort, il gourmandait Thérèse, il l'accusait de le troubler. Selon lui, c'était Thérèse qui frissonnait, c'était Thérèse seule qui amenait des scènes d'épouvante, le soir dans la chambre, et dès que la nuit tombait, dès qu'ils étaient enfermés avec sa femme, des sueurs glacées montaient à sa peau, des effrois d'enfant le secouaient, il subissait ainsi des crises périodiques de crises de nerfs qui revenaient tous les soirs, qui détraquaient ses sens en lui montrant la face verte et ignoble de sa victime. On eût dit les accès d'une effrayante maladie, d'une sorte d'hystérie du meurtre. Le nom de maladie, d'affection nerveuse, était réellement le seul qu'on vint aux épouvantes de Laurent. Sa face se convulsionnait, ses membres se raidissaient, on voyait que les nerfs se nouaient en lui, le corps souffrait horriblement, l'âme restait absente. Le misérable n'éprouvait pas un repenti. La passion de Thérèse lui avait communiqué un mal effroyable, et c'était tout.
Thérèse se trouvait, elle aussi, en proie à des secousses profondes. Mais chez elle, la nature première n'avait fait que s'exalter outre mesure. Depuis l'âge de 10 ans, cette femme était troublée par les désordres nerveux, dus en partie à la façon dont elle grandissait dans l'air tiède et nauséabond de la chambre qui râlait le petit Camille. Il s'amassait en elle des orages, des fluides puissants qui devaient éclater plus tard en véritable tempête. Laurent avait été pour elle ce qu'elle avait été pour Laurent, une sorte de choc brutal. Dès la première étreinte d'amour, son tempérament sec et voluptueux s'était développé avec une énergie sauvage. Elle n'avait plus vécu que pour la passion, s'abandonnant de plus en plus aux fièvres qui la brûlaient. Elle en était arrivée à une sorte de stupeur maladive. Les faits l'écrasaient, tout la poussait à la folie. Dans ses effrois, elle se montrait plus femme que son nouveau mari. Elle avait de vagues remords, des regrets inavoués. Il lui prenait des envies de se jeter à genoux et d'implorer le spectre de Camille, de lui demander grâce en le jurant de l'apaiser par son repenti. Peut-être Laurent s'apercevait-il de ces lâchetés de Thérèse. Lorsqu'une épouvante commune les agitait, il s'en prenait à elle, il la traitait avec brutalité. Les premières nuits, ils ne purent se coucher. Ils attendirent le jour, assis devant le feu, se promenant de long en large, comme les jours des noces. La pensée de s'étendre côte à côte sur le lit leur causait une sorte de répugnance effrayée. D'un accord tacite, ils évitèrent de s'embrasser. Ils ne regardèrent même pas la couche que Thérèse défaisait le matin. Quand la fatigue les accablait, ils s'endormaient pendant 1 ou 2 heures dans des fauteuils, pour s'éveiller en sursaut sous le coup du dénouement sinistre de quelque cauchemar. Au réveil, les membres roidis et brisés, le visage marbré de taches livides, tout grelottant de malaise et de froid, ils se contemplaient avec stupeur, étonnés de se voir là, ayant vis-à-vis l'un de l'autre des pudeurs étranges, des hontes de montrer leur écœurement et leur terreur. Ils luttaient d'ailleurs contre le sommeil autant qu'ils pouvaient. Ils s'asseyaient aux 2 coins de la cheminée et causaient de mille rien, ayant grand soin de ne pas laisser tomber la conversation. Il y avait un large espace entre eux. En face du foyer, et quand ils tournèrent la tête, ils s'imaginaient que Camille avait approché un siège et qu'il occupait cet espace, se chauffant les pieds d'une façon lugubrement goguenarde. Cette vision qu'il avait eue le soir des noces revenait chaque nuit. Ce cadavre qui assistait muet et railleur à leur entretien, ce corps horriblement défiguré qui se tenait toujours là, les accablait d'une continuelle anxiété. Ils n'osaient bouger. Ils s'aveuglaient à regarder les flammes ardentes et lorsque, invisiblement, ils jetaient un coup d'œil craintif à côté d'eux, leurs yeux irrités par les charbons ardents créaient la vision et lui donnaient des reflets rougeâtres. Laurent finit par ne plus vouloir s'asseoir sans avouer à Thérèse la cause de ce caprice. Thérèse comprit que Laurent devait voir Camille, comme elle le voyait. Elle déclara à son tour que la chaleur lui faisait mal, qu'elle serait mieux à quelques pas de la cheminée. Elle poussa son fauteuil au pied du lit et y resta affaissée, tandis que son mari reprenait ses promenades dans la chambre. Par moments, il ouvrait la fenêtre, il laissait les nuits froides de janvier emplir la pièce de leur souffle glacial. Cela calmait sa fièvre pendant 1 semaine. Les nouveaux époux passèrent ainsi les nuits entières. Ils s'assoupissaient, ils se reposaient un peu dans la journée. Thérèse, derrière le comptoir de la boutique, Laurent à son bureau. La nuit, il appartenait à la douleur et à la crainte. Et le fait le plus étrange était encore l'attitude qu'ils gardaient vis-à-vis l'un de l'autre. Ils ne prononçaient pas un mot d'amour, ils feignaient d'avoir oublié le passé, ils semblaient s'accepter, se tolérer comme des malades, éprouvant une pitié secrète pour leur souffrance commune. Tous les deux avaient l'espérance de cacher leur dégoût et leur peur, et aucun des deux ne paraissait songer à l'étrangeté des nuits qu'ils passaient et qui devaient les éclairer mutuellement sur l'état véritable de leur être. Lorsqu'ils restaient debout jusqu'au matin, se parlant à peine, pâlissant au moindre bruit, ils avaient l'air de croire que tous les nouveaux époux se conduisaient ainsi les premiers jours de leur mariage. C'était l'hypocrisie maladroite de 2 fous. La lassitude les écrasa bientôt à tel point qu'ils se décidèrent un soir à se coucher sur le lit. Ils ne se déshabillèrent pas. Ils se jetèrent tout vêtus sur le couvre-pied. Craignant que leur peau ne vînt à se toucher, il leur semblait qu'ils recevraient une secousse douloureuse au moindre contact. Puis, lorsqu'ils eurent sommeillé ainsi pendant 2 nuits, d'un sommeil inquiet, ils se hasardèrent à quitter leurs vêtements et à se couler entre les draps. Mais ils restèrent écartés l'un de l'autre. Ils prirent des précautions pour ne point se heurter. Thérèse montait la première et allait se mettre au fond, contre le mur. Laurent attendait qu'elle se fût bien étendue, alors il se risquait à s'étendre lui-même sur le devant du lit, tout au bout. Et ils avaient entre eux une large place, là couchait le cadavre de Camille. Lorsque les 2 meurtriers étaient allongés sous le même drap et qu'ils fermaient les yeux, ils croyaient sentir le corps de leur victime couché au milieu du lit, qui leur glaçait la chair. C'était comme un obstacle ignoble qui les séparait. La fièvre, le délire,
les prenaient, et cet obstacle devenait matériel pour eux. Ils touchaient le corps et ils le voyaient étalé, pareil à un lambeau verdâtre et dissous. Ils respiraient l'odeur infecte de ce tas de pourriture humaine. Tous leurs sens s'hallucinaient, donnant une acuité intolérable à leurs sensations. La présence de cet immonde compagnon de lit les tenait immobiles, silencieux et perdus d'angoisse. Laurent songeait parfois à prendre violemment Thérèse dans ses bras, mais il n'osait bouger. Il se disait qu'il ne pouvait allonger la main sans saisir une poignée de la chair molle de Camille. Il pensait alors que le noyé venait se coucher entre eux pour les empêcher de s'étreindre. Il finit par comprendre que le noyé était jaloux. Parfois, cependant, il cherchait à échanger un baiser timide pour voir ce qui arriverait. Le jeune homme raillait sa femme en lui ordonnant de l'embrasser, mais leurs lèvres étaient si froides que la mort semblait s'être placée entre leurs bouches. Des nausées leur venaient. Thérèse avait un frisson d'horreur et Laurent, qui entendait ses dents claquer, s'emportait contre elle. « Pourquoi trembles-tu » lui cria-t-il. « Aurais-tu peur de Camille ? Va !» Le pauvre homme ne sent plus ses os à cette heure. Il évitait tous deux de se confier à la cause de leur frisson quand une hallucination dressait devant l'un d'eux le masque blafard du noyé. Il fermait les yeux, il se refermait dans sa terreur, n'osant parler à l'autre de sa vision, par crainte de déterminer une crise encore plus terrible. Lorsque Laurent, poussé à bout dans une rage de désespoir, accusait Thérèse d'avoir peur de Camille, ce nom prononcé tout haut amenait un redoublement d'angoisse. Le meurtrier délirait. « Oui, oui, balbutia-t-il en s'adressant à la jeune femme. « Tu as peur de Camille, je le vois bien, parbleu, tu es une sotte, tu n'as pas pour 2 sous de courage, et dors tranquille, crois-tu que ton premier mari va venir te tirer par les pieds parce que je suis couché avec toi ?» Cette pensée, cette supposition que le noyé pouvait venir leur tirer les pieds, faisait dresser les cheveux de Laurent. Il continuait avec plus de violence en se déchirant lui-même. « Il faudrait que je te mène une nuit au cimetière. Nous ouvrirons la bière de Camille et tu verras quel tas de pourriture, alors tu n'auras plus peur peut-être. Va, il ne sait pas que nous l'avons jeté à l'eau. » Thérèse, la tête dans les draps, poussait des plaintes étouffées. « Nous l'avons jeté à l'eau parce qu'il nous gênait, reprenait son mari. Nous l'y jetterions encore, n'est-ce pas? Ne fais donc pas l'enfant comme ça, sois forte. Cette bête de troubler notre bonheur, vois-tu, ma bonne, quand nous serons morts, nous nous trouverons ni plus ni moins heureux dans la terre, parce que nous avons lancé un imbécile à la Seine, et nous aurons joui librement de notre amour, ce qui est un avantage. Voyons, embrasse-moi. » La jeune femme l'embrassait, glacée, folle, et il était tout aussi frémissant qu'elle. Laurent, pendant plus de 15 jours, se demanda comment il pourrait bien faire pour tuer de nouveau Camille. Il l'avait jeté à l'eau, et voilà qu'il n'était pas assez mort, qu'il revenait toutes les nuits se coucher dans le lit de Thérèse. Lorsque les meurtriers croyaient avoir achevé l'assassinat et pouvoir se livrer en paix aux douceurs de leur tendresse, leur victime ressuscitait pour glacer leur couche. Thérèse n'était pas veuve, Laurent se trouvait être l'époux d'une femme qui avait déjà pour mari un noyé. Fin du chapitre 22.